Portée par la vague En Marche, elle a détrôné un député en place depuis 28 ans. Et pourtant, après seulement 2 ans passés à l'Assemblée, elle souhaite désormais devenir maire de Grenoble. Émilie Chalas, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Installez-vous, Merci je vous en prie. accueil. Vous désirez boire quelque chose? Oui, je veux bien un thé, s'il vous plaît. Alors ce sera donc un thé, s'il vous plaît. Émilie Chalas, vous êtes donc députée de l'Isère et vous souhaitez devenir maire de Grenoble. Vous voulez déjà quitter le Palais Bourbon? Je ne sais pas si j'ai déjà envie de quitter le Palais Bourbon. Ce que je sais, c'est que j'ai très envie d'être maire de Grenoble. Ça, c'est une certitude. Vous ne vouliez pas laisser passer 2020? Non, parce que pour plusieurs raisons, évidemment. D'abord parce que Grenoble va pas très bien et que le maire Éric Piolle, aujourd'hui, vend une image de Grenoble qui n'est pas la réalité de ce que vivent les Grenoblois. Donc ça me gêne beaucoup parce que Grenoble va mal et moi je suis née à Grenoble, j'ai grandi, j'ai fait mes études, j'y vis encore, j'ai élevé ma fille et la situation de Grenoble ne me satisfait pas. On est aujourd'hui dans quelque chose de très superficiel et qui surfe sur l'image. Le quotidien de Grenoble, eh bien par exemple, c'est 12% de baisse de la valeur foncière. C'est 11 000 logements vacants. C'est 27% de jeunes de moins de 30 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est presque 16% de taux de chômage à Grenoble. 16%. C'est encore une pollution qui n'a pas baissé. C'est encore entre 3 et 6e place dans les villes les plus embouteillées de France. C'est ça la réalité de Grenoble. Vous vous rendez compte de ce à quoi vous vous attaquez, ce bastion écologique, et puis Alain Carignon aussi, cette figure locale qui pourrait revenir dans la campagne des municipales? Oui, bien sûr, je m'en rends compte, je suis très lucide et j'ai jamais eu peur dans ma vie de mener des combats qui pour moi étaient indispensables, essentiels. On a un maire Éric Piolle qui fait alliance avec France Insoumise. Enfin, quand même, vous vous rendez compte, France Insoumise au pouvoir à Grenoble. Mais voilà, c'est juste pour moi inconcevable d'un côté. Et de l'autre, Alain Carignon, 70 ans, qui a fait tranquillement plusieurs années de prison, qui a été condamné pour corruption, pour détournement de biens sociaux. Bon, à un moment, bien public, pardon, à un moment, je pense que notre génération, moi j'ai 42 ans, grenobloise, notre génération peut incarner aussi la bonne gestion d'une ville, la défense de l'intérêt général, la probité et surtout l'innovation et la création de la ville de demain. L'un des dossiers à Grenoble, c'est l'avenir de General Electric. On va regarder ce que vous en disiez dans l'hémicycle. Dès le 1er août, vous avez reçu la délégation du personnel que j'accompagnais. Vos services sont intervenus cet été pour assurer la conformité du PSE et en évaluer la sincérité. Mes chers collègues, un peu de silence. Et tout récemment, enfin, nous avons rencontré successivement les représentants du personnel, puis hier, la direction de GE Hydro. À présent, les salariés attendent des réponses concrètes. Et je les comprends. Monsieur le ministre, comment nous assurer que le plan social proposé par la direction de GE soit à la hauteur d'une telle entreprise, honorable tant pour les salariés que pour la France? Merci, mais aussi, comment veillerez-vous au respect des... Oh, ils m'ont coupé, j'avais oublié. Qui est le plus écouté sur ces dossiers? Le député, le maire? Par qui? Ça dépend par qui. Qui est plus écouté par le président de la République, par le gouvernement, par les salariés, par ces entreprises? Je ne suis pas sûre que ce soit le député, sincèrement. Je ne suis pas sûre que ce soit le député parce qu'il y a toujours cette image du député qui ne sert pas à grand-chose parce que fondamentalement, en fait, les gens ne savent pas à quoi sert un député, ce qui est dramatique pour notre République. Mais ça, c'est une réalité. Et puis en plus, parce qu'il se trouve que nous, en 2017, on était cette génération renouvelée qui n'avait jamais vraiment fait de politique avant. En plus, je suis une femme jeune, vous imaginez la crédibilité. Néanmoins, dès qu'on se met à table, presque. Néanmoins, dès qu'on se met à table et qu'on commence à discuter, parce qu'on a préparé nos dossiers que j'arrive toujours préparés sur les sujets, là, les choses sérieuses commencent. Donc, il y a une appréhension au départ, de considération. Voilà. Et on a quand même réussi à obtenir des choses de General Electric. Certes, pas tout. Ils n'ont pas créé les 1000 emplois qu'ils avaient promis, et à ce titre, ils ont payé une grosse amende. Mais on a réussi à obtenir un meilleur reclassement des agents, une vision un peu plus prospective de ce que voulait faire General Electric à Grenoble, et finalement un plan de licenciement seulement de, si on peut se contenter de ça, 60 personnes, alors qu'on était à 350 au moment de la question au gouvernement. Et ça, un maire a aussi le pouvoir d'agir sur ces questions-là? Bien sûr, encore faut-il qu'il s'en occupe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bien sûr, quelles que soient les compétences déférées par la loi, un maire a la puissance de représentation de tous les habitants d'une ville. Pas de ceux qui ont voté pour lui, de tous les habitants. De tous les habitants. Donc c'est vraiment une force politique
importante. Et lorsqu'un maire s'exprime au nom de ses concitoyens, sa parole est entendue. Vous savez, le maire est un des élus les plus connus, les plus reconnus, donc ça compte. Et le silence, à l'inverse, le silence d'un maire est aussi une position politique. Vous avez travaillé dans une mairie, directrice générale des services, et finalement vous ne vous engagez en politique qu'en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Avant, il s'est passé une vie très ordinaire. J'étais à la fac, une élève moyenne. Vous savez, moi, mes grands-parents sont immigrés en France. Et mes grands-parents paternels savaient ni lire ni écrire. Mon père est devenu professeur des universités et moi député. C'est ça la République française. J'ai une vie assez ordinaire, assez simple, par contre force de travail. C'est-à-dire que je me suis toujours donné les moyens d'obtenir ce que je voulais par le travail. Et je crois que ça a réussi. J'ai progressé au sein de la mairie dans laquelle je travaillais, en partant d'urbaniste et pour devenir directrice générale des services. Ensuite, je me suis battue pour être investie, puis pour gagner ma place de députée. Il a fallu se battre pour être investie ? Se battre, non. Moins que pour être investie, pour être maire, voyez-vous, par exemple. Mais pas se battre, mais c'est toujours ce sentiment qu'il faut légitimer plus que les hommes notre capacité à faire. Vous savez, aujourd'hui, sur la campagne de Grenoble, on me dit souvent « Ah, mais oh là là, quel courage ! Mais vous êtes sûr d'avoir les épaules ? Mais vous y connaissez quelque chose ?» Est-ce qu'on pose ce genre de questions? Pourquoi on vous demande si vous avez les épaules, justement? Est-ce parce que vous avez seulement 2 années derrière vous en politique? Non, non. Sincèrement, non. Je suis convaincue que non. C'est parce que je suis une femme, parce que je suis une jeune femme. C'est ça. Et je crois que c'est la seule raison. A-t-on déjà demandé à Gérard Collomb d'être un peu plus arrondi, d'être moins caractériel? Je connais bien Gérard Collomb. Voilà. C'est le machisme ordinaire. C'est vraiment le quotidien, c'est ça. Voilà. Ce qui est absolument effarant. Parce qu'on n'est pas moins combative, on n'est pas moins compétente, on n'est pas moins légitime. On ne vous a pas pris au sérieux quand vous avez émis la volonté d'être maire de Grenoble? Si, parce que ceux à qui j'en ai parlé connaissaient mon bagage, connaissaient mon tempérament et ma force de conviction. Je l'ai d'ailleurs démontré en hémicycle sur le texte Transformation de la fonction publique, où il a fallu aller chercher le dispositif de précarité, il a fallu aller chercher les accords avec les autres partis sur la déontologie. Elle vous vient d'où, justement, cette force, ce tempérament et vous aimez les défis? Oui, et je crois que je tiens ça à la fois... alors je sais pas, je pense que c'est un peu familial. Mon père est pied noir, ma mère est d'origine italienne. Bon, déjà, on a un bon terrain, un bon terreau, si j'ose dire. Et puis, ma mère m'a éduquée pour être combattante, pour jamais me laisser marcher dessus, pour toujours revendiquer ma place telle qu'elle doit l'être à l'égal des hommes, et de toujours travailler pour arriver à ce que l'on veut. Ça, c'était ma mère. Et mon père, c'est toujours plus posé, plus intellectuel, plus réfléchi, en disant qu'il faut d'abord convaincre et que c'est pas que par la force qu'on y arrive. Et le mélange des deux, je trouve qu'à 42 ans, j'ai plutôt fait mon chemin et je suis plutôt contente. J'ai beaucoup de chance en fait d'être députée, j'ai beaucoup de chance aussi d'être candidate à Grenoble. Je trouve que c'est extraordinaire. Est-ce que eux étaient engagés politiquement? Pas du tout. Pas du tout. Et alors quand je leur ai parlé que je voulais éventuellement être candidate à l'investiture des législatives, diantre, ma mère était malade, elle avait un cancer, elle est décédée depuis. Elle me disait, oh là là, c'est génial, si j'avais la force, je ferais campagne avec toi. Elle avait cette espèce de... Voilà, elle a fait des manifs, elle a été féministe, etc. Et alors mon père, qui est universitaire, a dit, oh là là, mais dans quoi tu vas te mettre? Tu vas voir, c'est un monde de requins, etc. Alors d'où vous vient ce déclic à vous, ce déclic politique? J'avais 40 ans en 2017, ma fille avait déjà 16 ans. J'avais fait 13 ans dans la ville dans laquelle je travaillais, je commençais à avoir fait le tour. J'ai râlé sous Sarkozy, j'ai râlé sous Hollande. Emmanuel Macron arrive. Moi, j'ai plutôt une famille de gauche, j'ai toujours voté à gauche. Et le déclic, c'était un événement, le chemin a commencé en 2015, où on a eu un gros événement sur la ville dans laquelle je travaillais, les émeutes des gens du voyage, qui a fait la presse nationale. C'est très très violent. Donc cellule de crise, cellule de communication, etc. Et la visite de M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur alors, qui m'a complètement...
Ça m'a bouleversée quand même, cette rencontre. Ça a été très bref, c'était sur les quais de la gare, il y avait tous les médias. Moi, j'étais évidemment dans l'ombre. Quand on est fonctionnaire, c'est assez confortable, parce qu'on a un vrai rôle, mais on est quand même dans l'ombre. Et le ministre de l'Intérieur a demandé à me rencontrer. Puis avec le flegme qu'on lui connaît, très doucement, il a une voix très posée, et très longuement, et là, il m'a dit, au nom de la République française, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour gérer cette crise, etc. Et là, ça m'a saisie, à 2 titres. D'abord parce que je me suis dit, en fait, je me suis dépassée, un peu transcendée dans ce moment de crise. Donc c'est toujours révélateur, une capacité à faire et à aller chercher les situations parfois compliquées. Et je n'ai pas perdu mes moyens. Donc ça, c'était une première analyse intéressante. Et la deuxième, c'est d'être saisie par cette République française incarnée qui venait me dire merci. Je me suis dit, punaise, mais peut-être que je peux faire autre chose, je peux peut-être faire plus, quoi. J'ai peut-être moi aussi m'engager. Exactement, je peux peut-être, voilà. Et ça a cheminé jusqu'à évidemment l'appel d'Emmanuel Macron. Et puis les poncifs sur les femmes, de dire je ne serai jamais capable, je ne vais pas y arriver là. Et pourtant, oui, après, vous savez, c'est toujours pareil. On a un personnage public et puis il y a qui on est aussi en dehors de ça. Alors moi, ça reste proche parce que je ne me bats pas pour des idées qui ne sont pas les miennes, parce que j'ai un job super intéressant, urbaniste, c'est passionnant. J'ai une vie de famille super, j'ai plein d'amis, j'ai plein de choses à faire. J'ai 42 ans. Si je ne vais pas faire de la politique pour porter ce que je veux faire, je fais autre chose. Vous avez gardé votre liberté de son au sein de ce groupe de La République En Marche? Ah oui, tout à fait. Vous savez, la politique, pour moi, c'est pas un objectif, c'est un moyen. Et une des conditions à mon investiture à Grenoble, pour faire cette campagne municipale, c'est de dire, voilà, moi, je sais où je veux aller, je sais comment je veux le construire, sans être enfermée dans des certitudes, mais je sens, vous savez, l'instinct. Ça fait partie aussi du lot de la politique. Il n'y a pas de vérité en politique. Il y a des options avec des avantages, des inconvénients, et puis il y a de l'instinct, c'est ce qu'on sent. Et je dis, moi, vous ne m'imposerez rien. Si je suis votre candidate à Grenoble, vous ne m'imposerez rien. Et vous l'avez, cette liberté aujourd'hui, pour Grenoble? Oui. Vous direz toujours ce que vous pensez? Vous assumerez la suivante s'il le faut? Oui. Oui. Parce que je crois que je le suis déjà, et c'est ce qu'on m'a un peu reproché au moment de l'investiture. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde, et la politique, c'est pas plaire à tout le monde. En tout cas, c'est plus ça, je crois. C'est dire la vérité aux gens de là où en est la situation, en France, à Grenoble, et parfois ça plaira pas. Mais c'est pas grave. Et si c'est le prix à payer pour ne pas être élu, ben ma foi, ce sera le choix des électeurs. Mais je ne compte pas être élu à tout prix et à n'importe quel coût en termes de mensonges ou de promesses intenables. Merci à vous. Merci beaucoup. Émilie Chalas, d'avoir accepté de vous livrer dans Et moi et moi.